aux ingénieurs, géographes, conducteurs de travaux qui ont élaboré ce projet, aux entrepreneurs qui ont joué leur chemise pour le réaliser et qui l'ont perdu, aux ouvriers, manœuvres, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, carriers, menuisiers et tout autre gagne-petit à 1 franc par jour, aux forçats du bagne de Glomel, soldats déserteurs de guerres oubliées, aux évadés, aux fiévreux de 1827 et qui sont morts de cette fièvre, enterrés à Rostronen, pour 2 francs s'ils étaient militaires et pour 1 franc s'ils étaient civils, aux révoltés, aux colériques de 1832 qui ferment la marche des capotes brunes, à tous ceux-là qui ont œuvré pour qu'un jour un bateau, allé par un cheval, partant de Nantes, arrive à Brest, franchissant la montagne armorique en son milieu et de tout son long. La pyramide de Khéops, avec ses 147 mètres de hauteur, représente un tas de pierres taillées de 2 300 000 mètres cubes. Il a fallu 10 ans pour aplanir les 52 000 mètres carrés de sa base et 20 ans pour rentasser les blocs les uns par-dessus les autres. Le canal de Nantes à Brest a nécessité un cubage de matériaux équivalent pour la construction de ces 236 écluses, pertuis et déversoirs, de ces débarcadères, de ces maisons, de ces arches marinières, ces aqueducs, contreforts, digues, perrets, enrochements et autres ouvrages connexes. La tranchée de Glomel a nécessité à elle seule le remuement de 3 millions de mètres cubes de terre et le nivellement d'une plateforme aussi vaste que celle de la Grande Pyramide avec une précision identique. Ainsi, un contremaître de la 5e dynastie raconte: en dépit de leur dur labeur, les équipes étaient si heureuses de travailler que personne ne s'arrêta d'épuisement. Personne n'eut jamais soif. Chacun rentra chez soi de fort bonne humeur, se rassasia de pain et s'enivra de bière comme s'il se fût agi d'un somptueux festin des dieux. C'était il y a 4600 ans. Mais qu'en est-il, il y a 150 ans, de cette armée innombrable de travailleurs qui, armés d'outils et d'instruments aussi rudimentaires que ceux du temps des pharaons, on avait seulement inventé entre-temps la roue, le fer et la mine, attaquaient à la pelle et à la pioche ce canal de 360 km de longueur, qui devrait, par la seule énergie solaire, aider d'un cheval à remonter des péniches de 130 tonneaux à 184 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'idée d'ouvrir une voie de navigation intérieure en Bretagne remonte au XVIe siècle, lors de l'union du duché de Bretagne au royaume de France. Initialement, l'intérêt d'un canal de Nantes à Brest est économique, afin de désenclaver le centre-Bretagne, qui comptait, disait-on, si peu de chemins carrossables que l'on l'appelait la Sibérie de la Bretagne. Ce canal permettait en outre à tous les points de ce territoire d'être à moins de 15 km d'une voie d'eau.
Après différents projets avortés, il faut attendre le début du XIXe siècle et le blocus de Brest par les Britanniques pour convaincre Napoléon Ier de l'intérêt stratégique de débloquer Brest par l'arrière-pays, afin d'approvisionner en vivres et en munitions les arsenaux de Brest et de Lorient, avec Nantes et Saint-Malo. C'est ainsi que cette voie d'eau de 360 km de long, comportant 238 écluses, commencée en 1820, voit son achèvement en 1858, inaugurée par Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Mes premiers tours de roue sur l'ancien chemin de halage du canal me font prendre conscience de l'ampleur titanesque du chantier. À plusieurs mètres au-dessus des terres alentours, la lame d'eau du canal et son escorte boisée semblent suspendues dans l'espace et le temps. De par sa constante planéité, le canal génère son propre paysage. Un paysage que l'on imagine sans surprise, mais qui se révèle et se déploie, au contraire, dans une subtile diversité.